Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Il fait juste un petit peu sombre ici. J'espère que ça va le faire. Ok, alors on va aller voir avec Murmure de Ganesh. Alors je mets un tout petit peu d'ordre là-dedans. Hop, ça, comme ça. Hop. Ça, et c'est plutôt derrière. Hop, hop. Hop, ok. Allez, on est parti pour un tour. Alors, du courage, du courage, du courage. Vision positive, sincérité, quête spirituelle, ténacité, priorité, émancipation, guérison et révélation. Ok. Alors, là, avec justement le courage, la vision positive. Donc, c'est malgré les épreuves, la longévité de la situation, il est demandé plutôt de conserver en fait une posture positive, une posture de conquérant, pour pouvoir ouvrir les yeux en fait sur la situation, sur ce qu'on est en train d'apprendre actuellement, parce que c'est une quête pour s'élever dans la vie spirituellement, qui demande en fait de combattre nos démons intérieurs, nos ombres, qui peuvent être de l'ordre de l'insatisfaction chronique, l'insuffisance de ce que je reçois, de ce que je fais, par exemple. Et voir en fait ranger dans l'ordre des priorités qui est relatif à l'émancipation, l'autonomie. Peut-être qu'il y a une blessure d'abandon qui amène à une forme de dépendance, hein, qu'elle soit affective, même spirituelle. De tout le temps en fait être en quête de quelque chose, de tout le temps rechercher, de tout le temps décortiquer et de pas se laisser un petit peu tranquille, en paix. Par exemple, pour justement aller vers la guérison, il y a Sarah de méditation qui a dit hier: je ne poursuis pas, je permets. Et moi j'adore sa chaîne. C'est une chaîne de méditation, Sarah Méditation, sur une sagesse bouddhiste. Moi ça me fait énormément de bien quand je regarde ces vidéos, et souvent il y a énormément de sagesse. Elle s'adresse aux femmes. Voilà. Bon messieurs, il va falloir trouver autre chose ou accepter qu'elle s'adresse aux femmes, parce que ça marche aussi pour les hommes, bien évidemment. Donc on a la guérison, et avec révélation. Révélation, ça peut être au niveau de ses talents, au niveau de ses capacités. En fait, quand on arrive à enlever certains de ces blocages internes, externes, eh bien, il y a des choses qu'on ne pensait pas réaliser et qui, tout d'un coup, nous semblent totalement possibles. Eh bien, c'est tout ça. Donc, il y a une période, mais peut-être une personne à accepter, qui est d'abord nous-mêmes, mais
Comment rebondir quand son mental parle à notre place. Il y a une période d'acceptation où il y a besoin de prendre soin de soi. Et bien sûr, si nous avons un petit éléphanto, prendre soin de ce petit éléphanto qui permet en même temps de prendre soin de son cœur. Et de regarder les bénédictions, qui est l'éveil, qui nous demande d'être concentrés. Voilà. Alors, en fait, des fois, on peut recevoir des bénédictions, des cadeaux, qu'ils soient bien emballés ou mal emballés. Et en fait, c'est justement avec cette vision positive de pouvoir regarder les événements comme quelque chose de... comme un levier. Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette situation ? Quelles sont les forces que je vais pouvoir acquérir ? Tâchez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oh. Et quand il est vide, à la rigueur, je le remplis. Donc voilà. Donc là, s'il y a une quête pour se réveiller, pour être en éveil, qui demande du courage de dépasser certaines peurs, certaines limitations. Et qu'il y a besoin en fait d'un temps d'introspection, de recul qui demande en fait d'accepter la situation comme elle est. De pouvoir nager et naviguer dans la tempête, dans l'eau telle qu'elle est actuellement pour retrouver en fait son harmonie en soi. Il y a besoin de prendre soin, de prendre du temps et d'observer en fait toutes les bénédictions qu'il peut y avoir sur le chemin. Peut-être qu'à force d'avoir des tempêtes, il y a une certaine forme de pessimisme, de voir justement ce verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et voilà, c'est totalement humain. Peut-être que quand on voit un petit peu l'enseignement du Bouddha, il était dans quelque chose de très luxueux, il allait vers une pauvreté. Peut-être qu'à un moment, il y avait ce côté un petit peu naïf et candide, où on voyait les papillons et l'arc-en-ciel. Donc finalement, une vie emblumée sous une couche de couleur arc-en-ciel, sans pouvoir regarder le noir et le gris. Et c'est comme si, après avoir vu toutes ces couches de bleu, de vert, de rouge, de rose et de jaune, il y avait cette couche de gris et de noir qui était là pour en fait trouver cet équilibre, cette zone où rien n'est tout à fait rose et rien n'est tout à fait gris, rien n'est tout à fait noir. En fait, d'enrichir sa palette des couleurs pour ne plus être dans l'un ou l'autre des polarités, c'est-à-dire tout le temps optimiste, avoir le verre à moitié plein, à moitié plein, à moitié plein, quitte à se brûler les ailes, ou le verre à moitié vide, à moitié vide, à moitié vide, quitte à être pessimiste. Donc trouver cet équilibre, une certaine forme de réalisme finalement face aux situations, face à nous-mêmes et face à autrui. Alors, ok, on va aller voir avec l'oracle des pensées célestes. Hop. Papillon de lumière sous les projecteurs. On a le juge. Je vais aller lire
la petite feuille, mais avant, est-ce que en fait il y a un juge intérieur? Je parlais tout à l'heure un petit peu de cette exigence, j'ai pas utilisé ce mot, mais en voyant finalement le verre à moitié plein. C'est-à-dire, est-ce que je ne me juge pas de ne pas faire assez, de ne pas être assez, de ne pas être suffisant, et je renvoie ça aussi à autrui, de ne pas faire assez, de ne pas être suffisant. Puisque moi-même, je juge que la situation finalement n'est pas suffisante, n'est pas correcte, n'est pas adaptée à ce que je dois vivre. Et comme finalement je peux être dans ce jugement avec une forme de pessimisme, eh bien il y a quelque chose. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le cœur ici, avec la plume. Et on dit que quand on meurt, dans certaines traditions, eh bien, il y a la pesée de l'âme pour regarder finalement si il y a une certaine forme de légèreté et on passe au-dessus s'il y a une forme de légèreté et on revient si c'est plus lourd. Et là, en fait, avec ces jugements internes, intérieurs, c'est comme si, en fait, il y avait un alourdissement, ouais, ça se dit, un alourdissement de la situation par rapport aux événements. C'est comme s'il y avait cette double ou triple punition qui est je peux vivre des événements, des situations pénibles qui sont désagréables, qui sont souffrants, qui sont douloureux. Ça, c'est la situation telle qu'elle est. Il y a ça. Il y a aussi autre chose et il y a ça. Et si je rajoute à cela une auto-punition qui est de me juger moi-même et qui est deuxième punition de juger autrui, eh bien je rajoute en fait deux éléments que je pourrais alléger. Donc c'est comment pouvoir observer en soi et à travers l'autre où sont les zones où je ne me satisfais pas de ce que je fais, de ce que je suis et comment je suis à l'instant T. Non, en fait, il n'y a pas spécialement besoin d'aller lire. Et il va y avoir le bonheur. Initiation. Mensonge. Hop. Souvenir. Et jardin. Ok. S'il y a autant de jugements internes et intérieurs, c'est parce qu'à un moment, il y a eu cette réception, principalement dans l'enfance, beaucoup de choses, presque tout vient de l'enfance, le conditionnement initial. Et en fait, quand on a reçu être catalogué, pointé du doigt, des humiliations, des répétitions comme ça, encore et encore, sur sa valeur propre, par exemple, si pour exister aux yeux de ma mère ou de mon père, j'avais besoin de me comporter de telle ou telle façon. Par exemple, je reprends mon exemple de la dernière fois, le clown. Si d'un coup, j'étais acceptée dans l'univers de ma mère, de mon père, de mes frères et mes sœurs, ce serait le bonheur. Quand je faisais rire la galerie, eh bien, finalement, je vais juger, par exemple, les parties de moi sérieuses. Les parties de moi autoritaires, par exemple.
Et je vais pas accepter ça, je vais mettre ça dans l'ombre et congeler un petit peu ces parties, les rogner et les mettre de côté parce que justement je ne pouvais pas et donc au bout d'un moment je ne m'autorise pas à l'incarner. Ou l'inverse, si j'ai dû être le clown de service, je peux aussi me dire plus jamais ça. Plus jamais je ne m'autoriserai à rigoler, à faire rire les autres parce que j'ai trop été cataloguée, donc je rentre en réaction. Ce qui est exactement la même chose d'un point de vue énergétique. Soit je répète et je ne m'autorise pas à être l'inverse, si c'est pour le clown, on va dire sérieux, soit au contraire, je deviens très sérieux parce que justement, on m'a catalogué clown et j'en ai souffert. Et dans tous les cas, je trouve pas cet équilibre entre mon clown intérieur et mon côté sérieux. Comment je peux m'autoriser en fait à être les deux pour réunifier ces parties de moi, accepter ce clown, accepter ce côté sérieux. Et ça peut être sur absolument tout. Et ça, bon, il y a besoin de dégrossir pour soi. Donc là, en fait, ce juge, il vient avec les souvenirs. C'est-à-dire que dans ma psyché interne, j'ai eu des interdictions et j'ai eu des gratifications en fonction de qui j'étais et comment j'étais. Donc c'est comme si une partie de moi continuait à être formatée, à être adaptée au modèle initial où j'ai survécu. Donc c'est comme s'il y avait des souvenirs qui remontaient à la surface pour se dire est-ce que j'ai toujours besoin de cette même vision de moi-même que j'ai dû adopter pour survivre quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Donc, là, en fait, l'initiation initiale, c'est de pouvoir plonger à l'intérieur de soi dans cette quête du jardin intérieur. Quand Adam et Ève pouvaient véritablement être à nu, vivre à nu, avant d'être tentés. Quand finalement les fondations ont pu être solides en soi, cet être libre de pouvoir se promener nu, donc démasqué, sans masque de suradaptation sociale, sociétale, familiale, pour incarner véritablement son être intérieur. Donc il y a une quête interne qui amène à se dénuder pour aller chercher le bonheur, ce qui fait du bien en soi pour soi dans cette quête de lever le voile sur les mensonges. Si d'un coup j'ai une personnalité rigide ou contrôlante, on peut penser justement aux travaux de Lise Bourbeau, la rigidité, blessure d'injustice, le contrôle, blessure de trahison. Donc finalement, j'ai par exemple eu de manière répétée des situations injustes et des trahisons que j'ai pu avoir face aux mensonges. Si on m'a beaucoup menti, j'ai pu prendre ça comme injuste ou une trahison en fonction du sexe. Si je suis une femme, l'injustice c'est plutôt avec le même sexe et la trahison avec le sexe opposé, et inversement pour les hommes. Donc, injustice, même sexe, trahison, sexe opposé. Donc, si d'un coup, je vois que j'ai une personnalité plutôt rigide, je ne m'autorise pas à, je me juge de, je me mets dans une case pour ne pas ta. Eh bien, je vais commencer à
m'auto-contrôler sur mes comportements, mes réactions, mes actions. Et là, d'un coup, je ne suis plus naturelle, spontanée, joviale, joyeuse. D'un coup, je deviens en fait, je mets cette carapace pour ne pas revivre de situations injustes ou de ne pas revivre de trahison. Donc je me referme ou je me rigidifie et j'apprends à me suradapter et à m'adapter à ce qui est attendu de moi. Et en fait, c'est comme si pour accéder tant à ce jardin, à cette quête intérieure, de pouvoir se dénuder, aller vers la joie, le bonheur simple, ce qui nous fait vraiment du bien, eh bien, il y avait besoin de passer par comment je me juge, comment moi-même je deviens le bourreau intérieur que j'ai reçu hier et dans l'enfance, me confronter à certains souvenirs qui peuvent ressurgir et regarder en face le mensonge dans lequel j'ai vécu parce que j'ai répété le même mensonge que j'ai reçu. Par exemple, si dans la famille c'était le déni, de se dire tout va bien, je vais bien et je continue de sourire à la vie, eh bien c'est de voir toutes les parties de moi qui ont été dans le déni, à se dire effectivement je vais bien, tout va bien et je reste dans le déni et la complétude de ce confort de ne pas voir. Parce que je ne pouvais pas voir ou ouvrir les yeux aussi à un moment donné. Initiation, c'est une quête. Eh bien, au fur et à mesure, j'ouvre les yeux sur comment moi-même j'ai pu survivre en me mentant à moi-même sur les situations pour éviter de souffrir de nouveau. Ok, c'est intéressant. Hop. Ok, on a Olympe, miroir derrière. Olympe, ça me dit que vaguement quelque chose et j'ai pas... Ok, Olympe, c'est le gardien, le guide, qui peut être un allié ou au contraire un ennemi, interne, externe. Et en fait, avec Olympe et miroir, c'est de se dire si dans le miroir de la vie et de moi-même, je vois en fait beaucoup d'adversité, d'ennemis, de comparaison, de jalousie, de mensonges, c'est quand moi-même, il y a inconsciemment, consciemment, ces mêmes énergies en moi. On a la perversion et le feu. Hop, on va continuer un petit peu comme ça alors. Hop, c'est intéressant. Donc, Olympe miroir. Si je vois en fait des situations répétitives de... dans le miroir, c'est de se poser cette question, quelle force je n'ai pas intégrée, autorisée en moi par peur de devenir ce que je vois dans le miroir, par jugement de ce que j'ai reçu qui ne m'a pas été bénéfique, qui m'a pu me faire du mal. Et
que maintenant je ne m'autorise pas et qui revient en fait sans cesse. C'est là où on peut se dire oui, mais justement si j'ai reçu de la perversion, c'est comment accepter en fait cette perversion. Mais c'est ça qui est difficile, c'est pas accepter, par exemple si on m'a fait du mal d'une quelconque façon, c'est pas accepter de trouver ça bien la chose, c'est plutôt accepter le fait que c'est arrivé. Lâcher sur la résistance interne de ce déni, de l'oubli que les choses ne se sont pas passées telles que j'aurais aimé qu'elles soient. Et l'illusion du bonheur. Là, la perversion et le feu avec. Donc, derrière le miroir, en fait, c'est comme si les situations avaient pu brûler les ailes. Quand il y a un soleil qui est trop fort, une passion qui est trop fort, eh bien, on reçoit en fait des brûlures. Et c'est comme si là, ce feu, il avait pu être consumé à l'intérieur. Si d'un coup j'ai une forme de rigidité en moi, je vais recevoir en effet miroir cette rigidité à l'extérieur pour me refléter ma rigidité interne. Là, et les endroits où je suis rigide et que je n'ai pas encore conscientisé. S'il y a de la perversion, eh bien, je vais aussi rencontrer des personnes qui, en effet miroir, va me faire avancer sur ce qui est perverti en moi. Donc, il y a quelque chose qui peut justement consumer dans les guides de se dire... peut-être que pour l'instant, je n'arrive pas totalement à être mon allié sur toutes les parties de moi. Peut-être que pour l'instant, il y a encore des facettes de personnalité qui sont jugées déséquilibrées plutôt que accueillies telles quelles. Et ça me fait penser à une vidéo d'Arnaud Rioux qui disait que pendant le théâtre, il avait du mal à incarner le méchant parce qu'il voulait être la bonne personne, parce que selon lui il y avait ce côté j'ai pas envie d'être crédible dans le méchant, j'ai pas envie qu'on se dise tiens il joue super bien le méchant et après de se dire mais est-ce qu'il est méchant ou est-ce qu'il est gentil en fait. Et donc de ne pas vouloir regarder dans le miroir sa part de méchanceté. Eh bien, c'est la même chose en nous. Il y a certaines facettes de personnalité qu'on a nourries et d'autres facettes qu'on n'a pas voulu voir aussi dans le miroir et qui peuvent prendre de plus en plus d'espace et de place pour accepter d'avoir ces facettes de nous-mêmes qu'on a du mal à intégrer et accepter. D'accepter d'être le méchant, d'accepter d'être l'inadapté, par exemple. Donc c'est comme si il y avait en fait une quête, une course à l'abondance, une quête à la justice interne pour se retrouver. Une quête de vérité pour retrouver en fait sa force initiale, la vérité jardin, pour justement apprendre à se connaître davantage et intégrer toutes les facettes de nous-mêmes. Parce qu'on a vu que
renaissance, j'avais vu reconnaissance, force, renaissance, ça donnait en fait cette reconnaissance, et cette renaissance permettait de rétablir des forces qui étaient congelées. Œil, travaux, on a ce côté en fait, c'est comme s'il y avait cette forme de reconnaissance de je n'avais pas vu, que de m'empêcher d'intégrer certaines facettes de ma personnalité m'empêchait finalement de voir les choses telles qu'elles sont. Juge animal, en fait c'est comme si il y avait ce côté instinctif, ce côté primitif aussi qui était mal adapté, moqué peut-être, et que j'ai dû mettre de côté à un moment donné, et cet instinct animal primitif demande finalement à être aussi habité d'une certaine manière, et d'arriver en fait à intégrer aussi ces facettes beaucoup plus organiques, j'avais le mot orgasmique aussi, et bien permet véritablement cette reconquête du soi. Et on a toujours mensonges et souvenirs qui reviennent. Mensonges et souvenirs. En fait, si quand on parle du mauvais œil, c'est une situation, une personne qui ne nous voit pas tel que l'on est, mais soit tel que l'on voudrait que l'on soit, en tout cas qui nous met dans une case, qui nous pointe du doigt ce que l'autre personne n'a pas accepté chez soi. Donc, mensonge, souvenir, si en fait il y a eu énormément de mauvais œil, c'est-à-dire de situations dans le passé justement, de situations qui ne m'ont pas vue telle que j'étais, mais qui m'ont pointé du doigt, qui m'ont persécuté d'une certaine façon ou autre chose, eh bien à un moment j'ai pu croire que c'était vrai. Et c'est ça, quand on lève le voile sur les mensonges, c'est de se réaffirmer en se disant ce que tu pointes du doigt chez moi ne m'appartient pas et t'appartient. Moi, ça ne veut rien dire de moi. J'avais lu ça, si je t'offre un cadeau que tu refuses, ce cadeau m'appartient, toujours. Si je t'offre de la merde et ma merde intérieure et que tu le refuses, cette merde m'appartient toujours. Donc c'est apprendre à balayer pour se dire je n'ai plus et je n'ai pas besoin et envie de recevoir ce qui ne m'appartient pas. Et en fait, regarder où ça reste sensible sur le regard des autres, sur une forme d'approbation, quelle blessure ça appuie, quand finalement je ne suis pas validée, je ne suis pointée du doigt, à quel endroit ça peut encore me blesser pour justement continuer à prendre soin de cette blessure. Qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? Ok, on va aller voir avec Wiking. C'est parti, c'est parti. Hop. Allez,
Alors, on a deux cartes qui ont sauté. La décroissance. Débarrassez-vous de vos mauvaises habitudes. Vous en retirerez un avantage inespéré. Hop, je vous montre en même temps que je lis. Au pied de la haute montagne se trouve une mer profonde. Il vous faut discerner, face à la situation, ce qui doit être diminué et ce qui doit être augmenté, avec une sincérité authentique. Même une simple nourriture peut être offerte aux dieux en sacrifice. Le plus grand accomplissement consiste à savoir équilibrer croissance et décroissance, perte et gain. Réfrénez votre colère, réprimez vos désirs ardents et n'agissez qu'après mûre réflexion. Mieux vaut agir seul pour éviter les soupçons et la jalousie. Et on a la mise à nu. C'est intéressant. Je parlais de ça tout à l'heure. Mise à nu. Il est temps de trouver refuge. Les pieds du lit sont en train de se fendre. Il est dangereux pour vous de vous y étendre. Le sens de cet hexagramme est clair. Le pouvoir féminin a pris l'ascendant sur le pouvoir masculin. La base s'est retournée et les racines sont à l'air libre. Pour vous, c'est maintenant une course contre l'amour. C'est marrant. Une course contre la montre pour sauver la situation. Attaquez-vous à la racine du problème et tenez-vous-en à la vérité. Alors vous pourrez repartir du bon pied. C'est intéressant, 41 ça fait 5, 23 5, les deux 10 et ça fait 1. 5, il y a quelque chose qui amène une forme de conflit intérieur, qui amène en fait, une fois cette quête appréhendée, à pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau, de neuf. Il y a des doutes, il y a des hésitations. Il y a besoin en fait d'un temps de réflexion, un temps en soi, pour apprendre à se connaître, à intégrer et à digérer aussi ce qui a pu être fait. Et comme on parlait tout à l'heure, il y a peut-être des souvenirs, des choses qui remontent à la surface. Ok. Intéressant. Bon. Alors. Ok. On va terminer tranquillement avec... Vous avez un message. Alors, on a 4 cartes. Alors, c'est celle-là en troisième. Hop, et j'aimerais bien montrer les 4 en même temps. Ça, voilà. Pour ceux qui ont envie de se faire sa petite interprétation. Voilà. Bien.
Actuellement, c'est comme s'il y avait peut-être un sentiment que sa singularité amène à une isolation. Et dans cette isolation, une désolation. De marcher seul, d'avoir cette quête seule. Et c'est peut-être d'apprendre à observer, regarder la situation d'une manière différente. Parce qu'il y a peut-être une croyance limitante à la racine de ça, qui est de toute façon, je resterai seule. Comme on est seul, on meurt seul. Et dans cette quête, on se retrouve avec pas mal de rencontres et de situations qui nous mettent face à nous-mêmes. Et là-dedans, c'est comme s'il y avait cette croyance limitante qui est ma singularité et qui je suis peut repousser l'autre. Et c'est comme si effectivement avec cette vision des choses, il peut y avoir consciemment ou inconsciemment un auto-sabotage qui ne permet pas de rester en lien avec autrui, même quand ça pourrait nous faire du bien. Et donc c'est comme si de toute façon on apprenait à apprécier cette singularité, apprécier qui l'on est pour justement retrouver sa tribu, retrouver cet esprit d'équipe et pouvoir fonder une famille, un clan, une vision d'ensemble et pouvoir galoper tous ensemble. Donc c'est peut-être appréhender sa solitude d'une manière beaucoup plus décomplexée, décontractée, pour regarder sa singularité comme un cadeau afin de nourrir quelque chose de beau et de retrouver confiance et conscience que je peux aussi marcher et avancer en trouvant la tribu qui me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne quête intérieure et je vous dis à tout bientôt. Tchuss. Oh, et n'hésitez pas à commenter, liker et m'envoyer un petit mail si vous voulez une petite guidance.